système, nous n'avons quasi plus droit à la parole et à la décision. Et c'est pour ça que nous avons décidé de cette réunion avec les salariés de l'hôpital public, avec les représentants des médecins et des professions de l'hôpital public et avec les représentants des professions libérales, parce qu'aujourd'hui, il ne peut y avoir de différence face à la souffrance. Alors vous aurez dans cette conférence de presse Christophe, qui interviendra en premier, parce que je crois qu'il est pris par le temps. Interviendra aussi la représentante de la CGT et de la PHP. Interviendront des personnalités aussi diverses que le professeur Lantieri, parce qu'il a des choses à vous dire et qu'il lui est arrivé quelque chose qui démontre la folie administrative pleinement. Interviendront aussi les représentants des dentistes et des infirmières libérales, des opticiens, parce que vous savez qu'ils connaissent cette financiarisation qui est représentée aujourd'hui par les réseaux de soins, où le marché met la main sur le soin et où les patients deviennent des objets et les soignants, ni plus ni moins, des outils au service de la finance, ce qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Vous aurez aussi Jean Bispam qui représente l'association des petites mutuelles, qui justement, eux, ont un esprit mutualiste, ont gardé cet esprit et ne sont pas dans cette dynamique de financiarisation. Il y aura d'autres intervenants, Frédéric Bizarre, l'économiste, qui aussi interviendra sur les idées qu'il défend. Enfin voilà, on va vous en parler et on en discutera avec vous et on mettra à jour tous ces problèmes. Christophe, si tu veux. Oui, donc, comme je le disais, certains peuvent s'étonner qu'on soit côte à côte, mais si sur un certain nombre de sujets, sur les propositions pour réformer le système, on est d'accord qu'il faut réformer le système, mais on n'a pas forcément aujourd'hui les mêmes options. Par contre, au quotidien, on vit la même chose. En tant que soignant, en tant que femme et homme, on est étouffé par la logique financière. Et quand je dis étouffé, c'est vraiment un euphémisme. Aujourd'hui, on a un management, que ce soit celui de la sécurité sociale ou celui du monde hospitalier relayé par les agences régionales de santé, qui est mortifère, avec la multiplication d'une souffrance au travail qui peut se traduire par les suicides. Et alors, pour nous, en tout cas à la CGT, il n'y a pas d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. C'est le positionnement des uns et des autres qui est important aujourd'hui. Il y a un certain nombre de directeurs avec lesquels on discute et qui sont conscients des réalités. Il y en a d'autres non. Hein. Ils sont avant tout intéressés par le fait qu'ils puissent remplir les objectifs pour avoir une promotion, avec cette logique qui est qu'en général, il reste très peu de temps en poste, 3 à 4 ans maximum, ils foutent bien le bordel et après ils s'en vont. Hein. Donc ça pose quand même un problème. Mais on a aussi, chez nous, le verre est dans le fruit. C'est-à-dire qu'une partie des harceleurs, parce qu'on peut parler de harcèlement, une partie des harceleurs sont des médecins qui sont passés du mauvais côté, du côté des gestionnaires, des chefs de pôle, des présidents de CME, qui aujourd'hui ont des comportements qui sont inadmissibles, qui sont condamnables, et qui devraient être condamnés parce qu'il y a eu des morts. Alors il y a un certain nombre de procès qui sont en cours. De manière emblématique, il y a eu l'affaire Jean-Louis Ménia, mais parce que c'est à l'assistance publique, à Georges Pompidou. Et vous savez, les suicides d'agents hospitaliers, d'infirmiers spécialisés, de médecins, on en a depuis des années. C'est la première fois où on en a autant parlé. Mais concrètement, nous, ce qu'on dit à la CGT et à la Louise depuis un certain temps maintenant, c'est que la situation à l'hôpital est pire que celle qui a pu exister aux pires heures de France Télécom. Parce qu'on en parle moins. Parce qu'on a une certaine pudeur, les soignants. Hein. Donc, on ne va pas forcément tout médiatiser. Mais quand on regarde les chiffres, la situation est catastrophique. Nous sommes des femmes et des hommes dans des relations humaines avec les patients. D'abord, on ne donne plus les moyens de travailler avec ce facteur humain qui est essentiel. Hein. C'est le lean management pour tout le monde. On contrôle tout, les examens, le temps de consultation, le temps de soins. On minute les toilettes des aides-soignants dans les EHPAD aujourd'hui. Hein, c'est ça la logique. C'est le ponotisme, alors qu'on est au 21e siècle, on nous applique les méthodes de gestion du 20e siècle. Donc comment on se retrouve là-dessus? Ce qu'on veut dire, voilà, par le biais de cette conférence de presse, et puis ensuite on verra comment on peut effectivement peser politiquement, mais ce qu'on veut dire c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. Parce que ce sont nos patients qui en souffrent, ce sont les professionnels qui dans leur ensemble perdent tout sens à leur travail et souffrent aussi, et avec les drames que l'on connaît. Donc aujourd'hui, c'est un cri d'alarme qu'on lance, voilà, toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues, il n'y a pas, vous voyez, les aides-soignants, les infirmiers, les kinés, les dentistes et les médecins, chacun dans leur profession, dans une défense corporatiste. On n'est pas du tout là-dessus sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, c'est que nous, on défend les valeurs humaines
contre des gens qui sont inhumains en face. Voilà, alors après, peut-être là-dessus, on ne sera pas d'accord, mais parce que c'est la logique mortifère du capitalisme, du Dieu argent. Voilà, nous, c'est notre analyse. Il faut qu'on en change. Il faut qu'on change un petit peu le logiciel. Là, il va y avoir effectivement un certain nombre d'échéances électorales. Bon, on sait qu'il y a un certain nombre de limites à mettre un bulletin de vote dans l'urne, mais ce qui est important, c'est effectivement qu'on soit sur cette question-là dans la constance, dans le temps, pour inverser ces logiques, et puis surtout pour faire que ça cesse. On ne veut plus de morts chez les soignants, hein, parce que ça s'accélère aujourd'hui. Et si on n'utilise pas justement les moyens qu'on ne nous donne pas, en nous imposant ici, enfin, dans un lieu public, l'hôtel-dieu, la maison de tous, l'hôpital, c'est la maison de tous. On a le droit d'être ici pour parler de nos conditions de travail. Après, si effectivement l'administration veut organiser un certain nombre d'échanges sur cette question, on est tout à fait ouvert. Aujourd'hui, on vous laisse s'exprimer de manière forte et ensemble. C'est assez emblématique qu'on soit ensemble aujourd'hui sur cette question. Voilà, donc je ne serai pas plus long. Je suis désolé, je suis obligé de partir, mais mes camarades sont là et pourront aussi donner des exemples plus précis de la réalité à l'assistance publique et ailleurs. Mais je pense qu'on est qu'au début d'une bataille qu'il va falloir continuer ensemble dans les mois et les années qui viennent, parce que je pense que ça risque de prendre du temps. Je réponds très vite. La première chose, on a voulu précisément faire ça à l'Hôtel-Dieu, parce que ce lieu est symbolique, j'en ai parlé, parce qu'il est arrivé. Vraiment symbolique d'un risque de gâchis administratif où on voulait fermer cet hôpital, rappelez-vous, alors même qu'il est au centre de la vie parisienne et qu'il est incontournable dans cette structure. La deuxième, ça va surprendre, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Ce que tu appelles le capitalisme, on l'appelle le marché. On ne veut pas que la médecine soit dirigée par d'autres intérêts que ceux du soin. Et aujourd'hui, la médecine est dirigée par d'autres intérêts que ceux du soin, des intérêts politiques ou des intérêts économiques. Ça, c'est plus possible aujourd'hui parce qu'on casse les soignants, et qu'en cassant les soignants, on casse les malades. Madame. Donc, comme ça a été dit, on a voulu faire de l'hôpital, en fait, une entreprise. Vous vous rappelez, on l'avait dit dès 2008. Et notre directeur général actuel à la PHP, en son livre vert du plan stratégique 2015-2019, il a bien parlé du lean management. Et vous savez, les dégâts que le lean management, comme ça a été dit par rapport à France Télécom, peut occasionner. Mais ceci ne s'est pas arrêté. Nous avons, les personnels de la PHP ont subi la suppression de jours de repos, une flexibilité temporelle et une mobilité de service au sein d'un même groupe hospitalier. La remise en cause de tous les protocoles spécifiques à PHP qui avaient été signés après le protocole Aubry. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire travailler avec ce qu'ils appellent la concordance des temps, qui en fait n'est que l'adaptation entre guillemets au pic d'activité. Et il faut entendre donc l'intensification du travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos secteurs de gériatrie qui sont attaqués de plein fouet, eh bien l'alternance des équipes de jour et d'après-midi parfois se fait au cours même d'une même semaine, parce qu'il s'agit, entre guillemets, de remplacer des effectifs manquants. Et les effectifs, quand ils sont manquants, c'est parce qu'on manque de façon chronique de 10 000 effectifs temps plein à la PHP. Alors lorsque nous voyons dans la presse, effectivement, des millions qui sont perdus, soit dans des erreurs de système informatique, mais également et c'est la Cour des comptes qui le dit, de parachutes dorés et autres, qui représentent 530 000 € pour l'ancienne DG et qui représentent 8 000 emplois, eh bien nous pouvons nous interroger sur comment on veut faire travailler les collègues. Il faut savoir qu'au bout de notre travail, il y a bien sûr les patients, et c'est pour cela que l'hôpital concerne tous et concerne toute la vie. Il faut savoir aussi que le bilan social de 2015 montre une augmentation encore et encore des arrêts de travail dus à des accidents de travail. Le nombre de journées d'arrêt pour accident de travail s'aggrave à la PHP, le taux de gravité, tout personnel confondu dans les AT s'aggrave, et comme ça a été dit, nous avons affaire à des suicides. Cet été, nous avons eu à la fois des tentatives de suicide, plus un suicide, et ceci est inadmissible. Nous disons non, c'est une mise en danger
de la vie des personnels, mise en danger de la vie d'autrui. Donc aujourd'hui aussi, les CET, les comptes épargne-temps qui permettent de cumuler les jours non pris de repos, eh bien ils continuent à augmenter. Cela représente effectivement plus d'1 million de jours de repos qui sont partis, ce qui montre à quel point les salariés, les agents travaillent déjà fatigués. Donc là aussi, nous disons non. Nous voulons un hôpital de qualité, nous voulons un hôpital dans lequel les personnels puissent travailler avec un sens à leur travail. Et aujourd'hui, encore une fois, comme avec les médecins et avec toutes les équipes de personnel de la PHP notamment, puisque nous y sommes, vraiment nous tirons une sonnette d'alerte. Et je tiens à dire une dernière chose, pour ne pas être longue, nous avons, comme vous l'avez vu, mais vous n'avez vu qu'une partie, bien sûr, c'est normal. Nous avons un management directorial et d'encadrement agressif, autoritaire, déconsidérant pour les fonctionnaires que nous sommes. Au niveau local des GH, il s'agit de véritables intimidations, des lettres convocations, des huissiers de justice. L'irrespect, cela a été dit, je l'avais écrit également, l'irrespect envers les délégués syndicaux aussi que nous sommes. Je pourrais vous citer les exemples de tracts que nous avons déposés dans des selfs de nos établissements et pour lesquels on a voulu nous faire payer une facture pour le nettoyage de ces tables. Vous voyez comment ils procèdent. Mais aussi, lorsque nous faisons des lectures de commémoration pour le 25 août 45, commémoration de la résistance, et que des collègues qui ont lu ces communiqués, effectivement, se retrouvent convoqués devant les directions. Nous ne pouvons pas admettre cela, parce qu'au-delà de la souffrance, il y a aussi la dignité au travail, il y a aussi le respect de la démocratie, et nous sommes pour un hôpital qui soit ouvert sur la ville, qui soit démocratique, et qui permette à tous d'effectuer son travail en toute dignité, et aussi pour ne pas perdre sa santé en travaillant. Voilà. Une courte précision. Je suis Rousseau Rosmet, secrétaire général de l'USAP-CGT, et c'est moi qui ai pris la responsabilité d'ouvrir et de positionner cette réunion et d'obtenir la phase. Nous avons un objectif aujourd'hui, ensemble, c'est de sortir de l'omerta et du silence qui est autour de l'hôpital, de parler, de débattre de nos responsabilités, de nos enjeux en tant qu'acteurs de santé, quelles que soient les catégories dont nous sommes. Normalement, des dirigeants, des responsables de la PHP auraient dû se féliciter de ce type de rencontre parce que c'est celles que l'on demande, c'est celles qui sont démocratiques, c'est celles qui peuvent permettre d'avoir une convergence pour pouvoir mieux servir, mieux soigner la population et surtout mieux respecter l'éthique et le sens du travail que nous avons pour les patients. Vous avez assisté. Moi, je ne vais pas blâmer ce directeur parce que les directeurs sont soumis à des pressions terribles. C'est se soumettre ou se démettre. C'est l'encadrement. Et aujourd'hui, la peur qu'a la direction générale et ce qu'ils sont en train de grandir, c'est la peur justement que nous on parle et que nous on se rencontre et qu'on puisse parler parce que généralement la parole est morcelée et on confronte et on oppose les catégories entre parenthèses médicales ou paramédicales. Ils nous ont éteint la lumière. C'est un signe. Nous, la lumière, on va la rallumer. Bravo! J'appelle le docteur Marie Brodeau, qui est psychiatre et spécialiste de la souffrance au travail. 5 minutes pour exposer un peu le sujet. Bon, je connais bien la PHP, je travaille à l'enfermement Vidal. Bien. J'ai fait une académie. Bien que cette affirmation soit contestée, toute organisation sociale, toute religion ou tout grand regroupement humain a une structure psychopathologique. Contestée pour des raisons épistémologiques, me dit-on. Mais enfin, moi, je pense que c'est exact. Une fois qu'on a repéré celle-ci, cette structure psychopathologique, on peut en déduire ses principes de fonctionnement. Depuis quelques décennies, la nôtre est infectée par le virus de la perversion. Celui-ci est extrêmement pathogène et crée des dégâts considérables, en partie dans le monde du travail. Le sous-groupe, secteur de la santé, est d'autant plus impacté qu'il est au cœur de l'humain
humain altéré au premier plan dans cette organisation qui transforme les humains en objets. Nous sommes donc passés dans un monde virtuel fonctionnant à coup d'injonctions, de slogans et reposant premièrement sur un déni de réalité. Déni de réalité de travailler toujours plus avec une diminution de moyens, doublement nié dans le slogan « Optimisation des objectifs à moyens constants ». Ce, à tout niveau du secteur santé. On obtient ainsi une organisation maltraitante, avec le dévoiement de grands concepts assénés comme des injonctions très valorisées. Première injonction, la polyvalence, qui vous permet de travailler 2 jours dans un service de maternité, puis en orthopédie, aux dépens de la moindre continuité des soins. La mobilité, facteur d'intelligence, me dit-on, même résultat. Les transmissions ciblées, organisées de manière à éviter tout collectif, qui permettrait de faire un lien un peu continu pour la transmission des informations inutiles, bien sûr. Quatrièmement, la démarche qualité, devenue la qualité empêchée d'Yves Clos, dans un monde où le protocole est prioritaire sur la réalisation des objectifs. Dans ce contexte, la pensée est aussi empêchée que la qualité. Les consignes, aussi dogmatiques que le protocole, aboutissant pour les médecins aux recommandations de bonnes pratiques. Alors, vous allez ce soir avoir un débat sur RT sur le cholestérol. Alors, vous allez voir que maintenant, les statines coûtant cher, on va vous démontrer que plus besoin de traiter votre cholestérol. L'hypertension moyenne, pareil, même chose. Et dans 20 ans, on aura des AVC. Malgré le slogan purement incantatoire, le patient au centre du dispositif. Tout ceci est axé sur un seul principe, le diktat économique. Économie dont il faut évidemment tenir compte en fonction du principe de réalité et donc faire des choix. On le reconnaît tous et on est tous d'accord. Mais encore faut-il que cela implique la réalisation de l'objectif qui est l'amélioration de la santé. Pour ce faire, la direction qui, comme chacun sait, est particulièrement compétente en matière de médical, a les pleins pouvoirs. Dans ce contexte, il y a glissement fantasmatique, mais acté, des compétences médicales aux administratifs. M. Sarkozy a décrété qu'on savait bien, enfin lui, il savait que la pédophilie était d'origine génétique. On ne voit pas pourquoi nos directeurs et autres ARS ne pourraient pas coopter le savoir médical. Par contre, il est imposé à tous les soignants de bien vouloir prendre les 3/4 de leur temps avec le patient pour remplir la paperasse et autres démarches administratives. Il faut aussi en prendre une bonne partie pour se réunir pour organiser l'organisation. Il est évident que le soignant, comme presque tout le monde au travail, n'a pas besoin de dormir. Il n'a pas d'enfants, il n'a pas de vie personnelle, ses enfants ne sont jamais malades, il ne doit pas les éduquer, ce qui demande, je pense que vous le savez tous, un minimum de disponibilité. Par conséquent, déni de réalité, organisation pathogène et maltraitante, virtualisation du monde réel soumis à des slogans irréalisables et soumis aux injonctions paradoxales que la gouvernance évite bien de résoudre, laissant cet intéressant problème à résoudre au bas de l'échelle. Quatrièmement, qualité empêchée, voire appropriation fantasmatique des compétences. Nous avons tous les facteurs des arts de travail, burn-out, tentatives de suicide, dépression, etc., dont les derniers mois ont été le témoin. Pour les chiffres, vous voyez le réseau souffrance et travail. Cette déshumanisation n'est pas qu'un problème moral et éthique, c'est aussi une aberration économique. Le plus économique étant de laisser mourir les vieux, les handicapés, les malades, et dans ce cas, le film Tripalium ne serait qu'une anticipation, juste un peu outrée. Je vous remercie. Bravo! Bravo! J'appelle Gérald Kirziek, Frédéric Bizarre et le professeur Anthony pour vous parler de ce problème concrètement, de ce problème de gouvernance. Donc à Gérald et le professeur et puis Frédéric Bizarre pour essayer de tracer un petit peu les voies sur l'avenir. Oui, mais merci de m'avoir invité en tant que, j'allais dire, lanceur d'alerte. Je me positionne comme ça depuis quelques années. On a défendu cette hôpital de proximité en disant on perd le bon sens, on perd la tête, et c'est au détriment des patients. Et je crois qu'on se positionne tous là comme lanceurs d'alerte en disant maintenant ça suffit, c'est intéressant d'avoir justement des infirmières, des médecins, des libéraux, des hospitaliers, parce que ce qui nous détermine et ce qui fait notre point commun, c'est le service aux patients et c'est la blouse blanche, c'est d'être en blouse blanche et d'être au service des patients. Or, on constate tous dans nos domaines respectifs qu'on perd le bon sens,
On est en train de déprofessionnaliser, je dis souvent, de rendre les soignants à un rôle simplement d'ouvriers spécialisés et de n'être absolument plus décideurs. Et nous avons des administrations qui décident à notre place, qui sont, et je suis assez d'accord avec ce que disait Rosalie, elles aussi pressurisées. Il y a beaucoup de souffrance parmi les administratifs, mais c'est là encore le diviser pour mieux régner. Et ça fait une vingtaine d'années que c'est en train de glisser, qu'on est en train de nous diviser, et maintenant ça ne fonctionne plus. Et je crois que le symbole de cette conférence de presse, c'est d'être unis justement et de refuser cette division. C'est un machiavélisme bien connu, politiquement bien manipulé, mais maintenant ça suffit et on s'unit. Et le symbole, c'est d'être tous ensemble avec la blouse blanche en disant stop. Il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des aides-soignants, il y a des libéraux, mais nous, c'est le service du patient. Or, le service du patient, on est en train de tuer des gens. On est en train de tuer les soignants, mais on est en train de tuer des patients. Vous savez, on nous parle de virage ambulatoire. Le virage ambulatoire, c'est quoi? Ce sont des patients qui sont patates chaudes. Et les patates chaudes, nous, on les récupère dans les services d'urgence, on les récupère par le SAMU. Et malheureusement, on les récupère pas en bon état. Et parfois, c'est des drames humains et c'est des gens qui meurent à cause de ce virage ambulatoire absolument pas préparé, absolument pas anticipé. Autre exemple extrêmement concret, Christophe Prudhomme en parlait sur le lean management. Le lean management, c'est le dégraissage en français. Lean, c'est la graisse, on rend la graisse maigre, et la maigreur de la PHP ou la maigreur dans le système libéral, c'est quoi? C'est il faut absolument réduire les soins. Et donc on va laisser des gens sur le carreau, pas des soignants, mais des malades sur le carreau, des familles, avec un transfert, avec Bizarre on parlera, mais un transfert là aussi de l'argent de l'État qui va maintenant être à la charge des familles. Donc globalement vous êtes riche, en bonne santé, et bien vous allez pouvoir être soigné avec le réseau d'information, mais si vous n'avez pas tout ça, ça va devenir compliqué. Donc là, on n'appelle pas ça évidemment à l'assistance publique hôpitaux de Paris le lean management, mais on appelle ça excellence patient. Les mots valises, la noble langue. Donc un séminaire le 3 novembre, je vous invite à aller vous inscrire sur le site de la PHP le 3 novembre sur justement le lean management, qui s'appelle excellence patient. Dans le plan stratégique 2015-2019 appelé le livre vert, il est écrit effectivement pour la PHP, le lean management, comme projet ambitieux pour le directeur général. Voilà. Et nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est tous ensemble, le projet ambitieux, c'est de soigner les gens. Et qu'il faut reprofessionnaliser, on veut déprofessionnaliser, il faut remédicaliser. Quand je dis médicaliser, ce n'est pas que les médecins, mais il faut remettre des professionnels. Les agences régionales de santé, qui sont ces préfectures sanitaires, elles ont été complètement démédicalisées. Il n'y a plus de médecins, on a des administratifs, des gens qui viennent parfois de la grande distribution et qui se retrouvent directeurs d'hôpital. Et là, il n'y a pas de clivage politique droite-gauche. C'est-à-dire, on peut prendre la loi Bachelot ou la loi Touraine, c'est exactement la même chose. Donc il faut bien qu'on comprenne qu'il n'y a pas de discours politicien derrière. Il y a un discours politique, mais politique au bon sens du terme. Et si on s'étonne que les gens, j'en finirai là-dessus, votent parfois sur des votes qui sont plus que discutables, c'est parce que les patients se sentent abandonnés, que ce soit dans les villes ou que ce soit dans les campagnes. Et ça, c'est dramatique sur le plan politique. Et la santé, qui serait un facteur de cohésion sociale, un facteur de cohésion, de vivre ensemble, est en train d'être abandonnée, d'abandonner les gens. Et nous, soignants, nous ne pouvons pas, quand on parle d'injonction paradoxale, c'est ça, c'est que notre serment d'Hippocrate en ce qui concerne les médecins, mais c'est le serment de tous les soignants, c'est de soigner, d'avoir les moyens de soigner. Or, on nous met dans des positions actuellement où on ne peut plus soigner. Donc il y a urgence, il faut qu'on revienne à des soignants dans toutes ces directions médicales, dans ces directions d'agences régionales de santé, et qu'on soit tous ensemble, et c'est pour ça qu'on est là. Bien, merci de m'avoir invité. Marty m'avait envoyé un message comme quoi, me demandant si je voulais venir. Et oui, bien sûr, la médecine pour moi elle doit être libre. La médecine, c'est ce que j'ai appris, c'est que c'est pas les contingences financières, c'est je traite les gens en fonction de leurs moyens, pas en fonction de ce que me dit l'administration. Le dernier exemple, vous l'avez peut-être vu, c'est l'exemple de Laura. Laura, qui est cette patiente qui est amputée des 4 membres à la suite d'un sepsis, qui était en liste d'attente pendant 3 ans pour avoir des greffes des 2 mains, liste d'attente pendant 3 ans à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et en liste d'attente à l'agence de la biomédecine. L'assistance publique des hôpitaux de Paris a retiré son autorisation administrative en disant je ne payerai pas. Et cette patiente qui avait les moyens, eh bien, je suis allé la greffer aux États-Unis, qui est le système le plus antidémocratique au monde. Eh bien, ils ont plus de sentiments humains que nous avons dans notre système qui est censé être un système hyper social, hyper socialisé. Mes amis américains sont venus m'aider parce que je suis connu internationalement. Eh bien ça me révolte. Parce que oui, Laura, elle avait les moyens, c'est une famille riche, ils ont beaucoup de moyens, ils peuvent partir, etc. J'en ai une autre derrière qui peut partir. Mais moi je pense à celle aussi que j'ai amputée il y a 18 mois, qui a amputé des 2 mains, et qui ne peut même pas se payer le taxi pour venir me voir, et avec qui je ne pourrais pas greffer si on ne peut pas avancer.
On va me dire, les grèves, ça coûte cher, ça coûte 150 000 € de faire une grève. On a perdu 80 millions d'euros, c'est ça? 80 millions d'euros qui ont été perdus pour un bug informatique. Aujourd'hui, à l'assistance publique, on ne sait pas, là où je vous parle, quels sont les blocs opératoires ouverts et quels sont ceux qui sont fermés s'il y a un attentat à l'autre bout de la route. Et on nous parle de management, de faire mieux, de faire encore meilleur. Ces gens-là qui nous dirigent, ces administratifs et ces bureaucrates sont totalement incapables de faire quoi que ce soit. La dernière chose que j'ai reçue il y a 2 mois et qui m'a scandalisé, c'est un document venant de l'administration de mon hôpital me demandant de valider le nombre d'interventions faites par chirurgien de mon service et le nombre de minutes qu'ils avaient passé au bloc opératoire. Je dis bien le nombre de minutes qu'ils avaient passé au bloc opératoire. J'ai répondu, moi je dirige une équipe, j'espère bien que demain nous reviendrons au système du service avec un chef de service qui dirige une équipe et non pas ces pôles qui n'ont absolument aucune signification. Je suis contre le système des pôles qui date d'avant même la loi d'Ato, donc ça n'a pas de sens, et les services n'ont pas de sens. Et le nombre de minutes, je lui ai répondu, moi je dirige une équipe. Une équipe, on la juge au nombre de buts qu'elle marque. On ne la juge pas au nombre de minutes que chaque joueur joue sur le terrain. Mon équipe marque des buts avec pratiquement rien, pratiquement pas de moyens. J'ai développé un nouveau service, je suis parti de Mont-d'Or, je suis allé à Pompidou, j'ai développé un nouveau service pour les femmes qui avaient besoin d'une reconstruction mammaire. On a fait tout dit, on a envoyé du gaz, du machin, enfin tout et n'importe quoi. Mais ce que je sais, c'est que moi je fais bien. Ce que je sais, c'est que j'ai des patients qui sont là devant et qui attendent pendant des heures et des heures prêts à me voir. C'est donc que je fais correctement. Et je ne me plierai pas, et je ne veux pas me plier aux injonctions d'une instance qui ne veut pas faire correctement, qui ne veut pas que je fasse correctement la médecine. Alors on va nous dire, oui, mais c'est important de faire des économies de santé. Bon, on est d'accord, on est parfaitement d'accord. Mais qu'est-ce que nous avons comme choix? Est-ce que nous voulons distribuer un petit peu à tout le monde quelque chose? Ou est-ce que nous voulons avoir une médecine de qualité avec, pour les patients qui ont vraiment besoin, des soins de qualité et affecter ces soins où il faut? Moi, je ne crois pas qu'il faille rembourser le dentifrice ou qu'il faille remplacer la brosse à dents. Ça n'a aucun intérêt. Les gens peuvent se payer pour utiliser ça. Par contre, il y a des tas de soins qui sont totalement libres. Je vois hier, on m'a parlé de remboursement d'ostéopathie, de je ne sais pas trop quoi, enfin, de soins. Alors que je ne peux même pas faire des greffes de main de gens qui n'ont pas de main. On marche sur la tête dans ce pays où on ne veut pas rembourser correctement les soins. Oui, on ne peut pas rembourser plus. Oui, on a une somme qui est limitée, mais ne faisons pas n'importe quoi. Je pense que c'est ça le sens, moi, de mon combat, c'est que je veux pouvoir continuer à faire cette médecine exception. Pourquoi? Pour que la santé des Français soit meilleure, et ça, c'est pas un discours de politique droite-gauche, pour moi, il faut 3 choses. Il faut un système de couverture sociale, nous en avons un qui est excellent mais qui est dévoyé, en mon sens, parce qu'il couvre tout et n'importe quoi. Il faut une prévention. La prévention, on nous demande à nous de faire la prévention en tant que médecin. C'est pas à nous de faire la prévention elle se fait à l'école, on apprend aux enfants à se laver les mains, à brosser les dents et à faire correctement. Et troisièmement, il faut de l'innovation. Si on ne fait pas l'innovation aujourd'hui, demain, la médecine de demain, il n'y aura plus rien. On ne pourra plus traiter correctement et les patients partiront à l'étranger. Les patients qui ont les moyens partiront à l'étranger parce qu'ils voudront cette médecine d'exception. Pour le cancer, par exemple, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on fait ce qu'on appelle le cancer du sein, on fait l'oncotype. On vérifie que votre tumeur est sensible à tel type de génome pour savoir si c'est le du cancer du sein, pour savoir si elle a besoin de chimiothérapie ou pas. Eh bien, nous, en France, on a dit que ah non, ça va coûter de l'argent, on ne peut pas le faire. On préfère coller une médecine de la fin du XXe siècle, alors que nous avons la médecine du XXIe siècle qui est à notre portée et de faire des économies. Et enfin, pour ce virage ambulatoire, on nous bassine en permanence. Moi, je suis à la Pompidou et je fais 60% d'ambulatoire. Je sais de quoi je parle. 60% d'ambulatoire, du jour au lendemain, j'ai décidé de faire l'ambulatoire. Mais on me raconte aujourd'hui qu'on va faire la prothèse totale de hanche en ambulatoire. Mais de quoi parle-t-on? On va faire quelqu'un qui a plus de 70 ans qui ne peut pas marcher, on va renvoyer chez lui avec des drains, des redons, un antalgie et tout ce qu'il faut. On marche à côté, on ne fait pas ce qu'il faut. Il y a vraiment besoin de chirurgie ambulatoire, il y a vraiment besoin de médecine ambulatoire, mais aujourd'hui, elle est faite uniquement sur des dictats qui sont des dictats administratifs et qui ne sont pas des dictats médicaux. En tant que médecin, nous pouvons faire plus d'ambulatoire, nous pouvons sûrement faire mieux en économie, mais aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de dégraisser. Dégraisser, c'est le proverbe chinois. Le proverbe chinois, c'est en temps de disette, les gros maigrissent et les maigres meurent. Et moi, je ne veux pas mourir. Bravo. Bien, Lisa, merci président de m'avoir invité. Alors, moi, je suis ni de la CGT ni de la FNEL, moi je suis économiste, j'essaie de produire des idées assez spécialisées sur les questions de santé. Alors,
2 mots sur un peu comment ma vision un petit peu de la chose et pourquoi est-ce qu'on en est là, parce que ça s'explique assez facilement, hein, toute cette concordance de plaintes et de constats quand même assez comment dire, décourageants ou assez tristes quand on voit la richesse de ce pays et l'historique un peu en matière de santé. Alors, j'ai entendu une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que le nouveau monde impose la refondation du système. Alors, si on est tous d'accord dans cette salle-là, de Prud'homme à Marty, j'ai entendu ça, c'est loin d'être partagé par les politiques. D'ailleurs, il suffit de voir le niveau de débat sur les questions de santé dans ces présidentielles. À partir du moment où on n'en parle pas, c'est qu'on considère qu'il n'y a pas de problème. Donc, autant vous ressentez un problème sur le terrain très aigu, autant il n'est pas ressenti en haut. On pourra en discuter, mais c'est une bonne chose. L'autre chose, c'est pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce que nos dirigeants n'ont pas rien fait depuis 25 ans. Ils ont même plutôt beaucoup agi, mais à mon avis, on a fait une fausse route. Et c'est très paradoxal pour vous montrer que le politique ne décide de rien en santé, que c'est la technostructure. C'est qu'on a fait une première fausse route en 1995 par Alain Juppé qui a nationalisé la gouvernance, qu'on appelle l'étatisation du système. Et en 2012, qui est la deuxième dérive qu'on a faite, qui a été faite par la gauche, qui est de privatiser la gestion du risque. Donc l'étatisation conduit de toute façon, qui a été reprise, hein, c'est-à-dire l'étatisation, c'est que vous savez que dans le modèle de 45, on a confié la gouvernance principalement par délégation de services publics à une institution qu'on appelle la sécurité sociale, qui est le pilier de cette gouvernance. L'État devant avoir un rôle de stratège et de régulateur, et d'opérateur pour les hôpitaux publics, on va en parler, mais en tout cas c'est ça. Donc ça a été remis en cause en 1995 sur un constat qui a été fait par quelques technocrates, dont Raymond Soudy, qui ont écrit des rapports là-dessus, qui est de dire si on a une non-maîtrise des dépenses de santé, c'est parce qu'il y a trop de liberté dans le système. D'accord ? C'est vrai que c'est le seul système de santé au monde dans lequel vous avez autant de liberté pour les soignants que pour les soignés. Mais ça, c'est partie de notre devise républicaine, de liberté, d'égalité et de fraternité, que plutôt la solidarité dans notre système. Donc, moi, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il y a une erreur, on va dire, originelle, c'est de penser que nos problèmes viennent d'un excès de liberté. En particulier, dans le XXIe siècle, il faut donner un maximum de liberté et d'autonomie, aussi bien aux soignants qu'aux soignés. C'est le seul moyen de gérer un risque long pour un débat. Mais, donc là, on fait fausse route. Et on a, c'est comme une vis qui se resserre progressivement. On a parlé des pôles, on a parlé des ARS, mais tout ça, c'est une vis qui se resserre. Et si on continue sur ce chemin-là, on peut se revoir dans 2 ans, la situation n'aura que s'est aggravée si on ne change pas véritablement de stratégie. La deuxième dérive, donc lancée par la loi Leroux notamment, donc là on avait, si vous voulez, mis dans la nasse administrative tout le service public, tout le secteur public, grâce à cette nationalisation. Mais le problème, c'est qu'on ne tenait pas les libéraux, qui, eux, ne sont pas directement dépendants de l'État, donc on avait une interrogation. Ne mettons pas tous sur la responsabilité de ce gouvernement, ils ont tous fait la même chose, parce qu'ils pensent tous la même chose de ce point de vue-là. Et ça, c'est quand même important à savoir, c'est qu'attention, l'alternance ne changera rien si le citoyen ne force pas à ce que ça change quelque chose. Rien, surtout si on a le même qu'en 95. Donc, cette privatisation de la gestion du risque, c'est ce qu'on appelle les réseaux de soins. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on va laisser les assureurs privés, qui n'ont aucune régulation, dont en tant qu'opérateurs privés, ils ont un objectif de rentabilité, n'ont aucune compétence, légitimité pour évaluer la qualité des soins. On leur a dit c'est vous qui allez réguler les soins de vie. Donc, à partir de maintenant, le dentiste, les opticiens, les audioprothésistes, mais évidemment les médecins demain, puisque c'est déjà enclenché. Je rappelle que le principal réseau a déjà un réseau en orthopédie qu'il a mis, même si c'est totalement illégal. Mais ces gens n'ont pas beaucoup, du fait de leur puissance financière, n'ont pas beaucoup peur de procès et n'ont que faire de la légalité. D'ailleurs, on a fait des réseaux type MGEN depuis 20 ans qui étaient totalement illégaux, donc ça ne leur fait pas peur. Mais donc, voilà, donc les libéraux se retrouvent dans la même situation aujourd'hui, c'est-à-dire une perte de pouvoir de leur outil de travail, une perte totale de décision dans la prescription et tout ça. Donc ça, c'est le sens de l'histoire, parce que la technostructure pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à maîtriser les coûts. Mais on sait tous, quand on connaît un petit peu les modèles, qu'évidemment, tout ça n'est que inflationniste en dépenses administratives, n'est que inflationniste en taux de suicide des gens qui se sentent inutiles, etc. etc. Donc ça, c'est le cheminement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense, et là, je pense que l'UFML, que je ne soutiens pas, que je ne défends pas, mais il se trouve qu'on a des convergences. Et moi, je n'ai pas de conseils à donner, mais je pense qu'il y a 3 choses à faire. Qu'on soit de la CGT ultralibérale ou entre les deux,
peut-être des ultra-libéraux à la CGT, je sais pas. Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une plateforme commune. Même si on est anticapitaliste ou pro-capitaliste, on doit être capable, si on veut refonder le système, d'avoir une plateforme de principes fondamentaux. C'est ce qu'on a fait en 1945, hein, des communistes aux gaullistes. Bon. Donc ça, il faut mettre sur un papier, ça peut prendre une page, il n'y a pas besoin de plus d'une page, mais qui sont ce que Marty appelle nos négos, sur lesquels on ne négocie pas, mais sur lesquels on est tous d'accord. Hein. S'il y a la devise républicaine, il faut décliner un système, c'est ce qu'on a fait en 1945. Hein, liberté de choix de son professionnel de santé, liberté de prescription, etc. etc. Vous avez... Ça, si on n'est pas capable de mettre ça sur un bout de papier, je pense qu'on n'y arrivera pas. La deuxième chose à faire une fois qu'on a fait ça, c'est à considérer qu'il n'y a pas de tabou, autre que ces principes fondamentaux. Il est clair que les ordonnances de 58, il faut les faire évoluer. Penser qu'on doit former tout le personnel médical dans les CHU aujourd'hui uniquement, alors qu'on, y compris le médecin généraliste, ou en tout cas faire bricoler de la formation dans les cabinets médicaux, alors que le médecin généraliste doit évidemment être formé en dehors des hôpitaux aujourd'hui, etc. C'est une illusion qu'on entretient et qui ne fait que décliner le système. Ce qui n'empêche que le CHU doit rester le pilier du système hospitalier, mais son modèle doit évoluer. Pensez que la charte libérale de 1927, dans le monde dans lequel c'était aujourd'hui, elle peut vivre aujourd'hui sans être repensée, à mon avis, est une illusion. Bon. Donc ça, il faut être capable d'aller toucher ces tabous-là. Mais encore une fois, avant, on s'est mis d'accord sur une plateforme. Le dernier point, c'est que beaucoup ont des idées sur la réforme et prennent des idées qui concernent les politiques à droite et à gauche, mais je ne vois jamais rien sur le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur du système, c'est le financement. Et qu'aujourd'hui, si on ne rétablit pas un financement, c'est-à-dire si on ne redéfinit pas quel est le rôle entre l'assurance maladie, les assureurs privés et les ménages, quelle est la part qu'on va donner à ces financeurs publics, privés et aux ménages dans la gouvernance du système, on ne fera rien, on ne touchera à rien. Moi j'ai proposé des réformes. Je pense par exemple, et c'est à mes dépenses souvent, que les assureurs privés n'ont rien à faire dans la régulation des soins. C'est pas parce qu'il y a des bons et des méchants, c'est qu'à partir de là on change de système. Les réseaux de soins qu'ont mis en place Madame Touraine et M. Hollande, c'est le système américain où vous avez autant de systèmes de soins que d'assureurs privés, même s'ils ont pris des plateformes commerciales, on est à 7 plateformes commerciales. Et comme le disait Kierzek tout à l'heure, il est évident qu'à partir de là, votre système de soins dépend de votre capacité financière à avoir un contrat de qualité ou pas. Vous en êtes économiste pour le comprendre, mais ce sont les schémas qui sont comme ça. Alors, elle va me dire, ouais, mais c'est pas ici, c'est ça aujourd'hui. On a mis ça. Ah, bien sûr que c'est que pour les soins courants. À partir du moment où vous acceptez le principe, vous ne pouvez, comme on sait bien qu'on va dans une maîtrise des dépenses publiques de plus en plus forte, et si on ne réforme pas, ça sera au rabot au côté, on ne va qu'étendre ce système-là. D'accord ? Parce que ça arrange l'État, ce système-là. Parce que le privé lui fait croire qu'en fait, il lui fait faire des économies. Mais c'est en dégradant les soins. Vous ne rabaissez pas les tarifs de 10 à 50% comme un rapport totalement superflu vient de le démontrer, sans dégrader la qualité des soins. Et ce n'est pas la mienne qu'on va dégrader. Parce que moi, je n'irai jamais dans ces réseaux. C'est celle d'une majorité de Français. Donc après, on partage peut-être la même vision que ce système de santé, et c'est le seul qu'on a réussi comme ça, et j'en finirai là, à construire à travers le monde, c'est-à-dire, encore une fois, ce triptyque, on garantit la liberté, l'égalité, la solidarité. On est les seuls à l'avoir bâti, mais étonnamment, voilà, je pense que cette plateforme de reprendre. Donc peut-être qu'on a le docteur Sibrier qui a réussi à mettre en adéquation la médecine libérale et l'assurance sociale, parce qu'il faut quelqu'un qui se lève à ce moment-là. Il nous faudra un de vrai, il nous faudra, mais voilà, donc de ce point de vue-là, je pense que ce que tu fais est absolument utile et probablement indispensable. Merci. J'appelle le représentant des dentistes, le représentant des opticiens, et Jean-Luc Femme, de façon à ce qu'ils vous parlent de façon concrète, 5 minutes chacun, justement des réseaux de soins, parce que vous savez que la particularité des dentistes et des opticiens, c'est de vivre véritablement ce que sont les réseaux de soins avec leur dérive. Donc Manu Mestre pour les dentistes. Désolé. 5 minutes chacun. On parlait d'un problème de gouvernance et d'intervention de l'État. Au niveau des dentistes, on a à peu près 90% à travailler en libéral. Donc cet interventionniste se manifeste par les assurances.
par la création de réseaux. Le réseau ouvert-fermé, la finalité est la même. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la qualité. Enfin, si pour eux, c'est l'économie. C'est le détournement de patients. Et c'est ce qui va briser, j'écoutais tout à l'heure confrère Spiaillier, ce qui nous réunit là, c'est-à-dire le lien avec nos patients, l'humain. Ils veulent s'interposer entre nous et l'humain. Et c'est ce qui fait notre profession. Donc, le système qui arrive à bout, il va arriver à bout pour différentes raisons. Une gouvernance aveugle par la création des ARS, des INHT, etc., etc. Ça va mal se finir. Des décès et par une dégradation de la santé des Français. Tout à l'heure, il y a eu l'image de l'objet et de l'outil. Le patient objet devient une ligne de bilan comptable. Le praticien outil, un outil c'est bien. Il fait ce que vous lui dites de faire. On lui apprend, on fait des protocoles. L'humain disparaît. Et après, on peut le mettre dans son réseau. Il répète. Il fait faire des économies à ceux qui veulent prendre le pouvoir. Et à la fin du compte, c'est nos patients qui en pâtissent. Je ne sais pas si vous avez autre chose. Alors bonjour à tous, moi je représente les opticiens, enfin une partie des opticiens. Mon propos ici est de parler du métier qui est depuis une dizaine d'années un peu on est les rares d'expérimentation des réseaux de soins. Effectivement, depuis une dizaine d'années, on est victime de ça. Et bien évidemment, fort des succès et des succès commerciaux et financiers, les plateformes vont attaquer d'autres professionnels de la santé. Ça a commencé par la loi Leroux avec le tiers payant généralisé, la mutuelle pour tous, les contrats responsables avec des plafonnements de remboursement. La loi Leroux avec le tiers payant généralisé, qui a été soi-disant créé pour faciliter l'accès aux soins, mais qui en fait est là pour réguler et faire des économies sur les prestations. Les cotisations des complémentaires santé ne cessent d'augmenter pour moins de remboursement, donc une moins bonne qualité de soins et surtout une liberté qui n'est plus là dans le choix de son prestataire de santé, de son médecin, de son médecin, de son dentiste, etc. Alors que la filière de l'optique s'était déjà organisée pour fournir des équipements dans cette gamme avec des prix très bas, à partir de 29 €. Les 7 milliards d'euros qui sont dépensés en publicité par les OCAR, par les plateformes, témoignent de cette bonne santé financière qu'elles ont. Et la pression exercée par les réseaux font que ça joue sur l'équilibre économique des entités, des magasins, des cabinets et de tout ce qui permet de donner du soin à nos concitoyens. Ces mêmes réseaux, ils poussent à s'équiper et à passer des normes qui ne servent pas à grand-chose. Et on est devenu directement des salariés des mutuelles, des réseaux qui ne nous rendent pas, bien évidemment, la clientèle qu'ils nous promettent par l'entrée dans ces réseaux. Donc il y a une absence de tiers payant, remboursement différencié, refus de communiquer les garanties aux patients. Tout ça, ça fait que ce système il viole les fondamentaux de la République française, c'est-à-dire la liberté, car chaque Français a le droit d'être équipé, soigné par le praticien de son choix, sans être incité par sa plateforme à aller chez tel ou tel professionnel. Le reste à charge doit être et doit redevenir une liberté. L'égalité, on doit avoir un même remboursement pour une même cotisation. Égalité face à la concurrence. Un praticien ne peut se voir refuser une clientèle sous prétexte qu'il refuse de se plier aux conditions tarifaires d'un réseau. Et ça va être valable pour les médecins aussi, puisque c'est mis en place et ça va arriver fatalement si personne ne fait rien. Et la fraternité, qui est la même que le corps médical et paramédical, a toujours été d'être solidaire avec les Français par rapport à l'accès aux soins qui peut être difficile. Donc ces lois, comme disait M. Bizarre, n'est pas issue de la gauche forcément, parce qu'elle a déjà été proposée sous Sarkozy, sous le nom de Fourcade. Et donc c'est tout l'appareil politique qui s'apprête à violer nos libertés, encore une fois. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est créer un label, c'est ce que nous on envisage, créer un label d'opticiens citoyens qui va regrouper les opticiens afin de sensibiliser la population sur l'accès aux soins. C'est-à-dire le reste à charge, je le répète, doit redevenir une liberté. On dit souvent que les complémentaires santé sont les payeurs. En vérité, c'est l'électeur qui est le payeur par ses cotisations. Interdire les remboursements différenciés,
et appeler à la responsabilité de 100% des acteurs, des opticiens aux clients, en passant par les fabricants de verres, les fabricants de montures et les mutuelles vertueuses. Donc c'est avec force aujourd'hui que nous souhaitons que la filière tout entière et sa représentation soutiennent cette grande famille qui constitue les professionnels de santé. Voilà, merci. Voilà, en 2008, effectivement, je préside la Fédération des petites et moyennes mutuelles. Autant vous dire que je suis très bien, je suis très à l'aise du côté de Jérôme Marty parce qu'on a trouvé conjointement l'idée de défendre à la fois le côté de la liberté de choix praticien, mais aussi comme corollaire la liberté de choix de sa complémentaire. Autant dire que nous sommes totalement opposés à ce qui se passe depuis quelques années dans le monde des complémentaires. Quand on assimile toutes les mutuelles au réseau de soins, on s'érige totalement en faux dans la mesure où nous sommes, opposés totalement à cette mise en place. On a très bien vu que tout le monde rentrait petit à petit dans une espèce d'entonnoir. On fait croire aux gens qu'on va avoir une diminution du prix, et puis après, en définitive, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Il y a juste des intermédiaires qui s'en mettent un peu plus plein la poche. Et à côté de ça, il peut y avoir tranquillement, le jour où on aura seulement 4 ou 5 opérateurs en complémentaire, on pourra facilement transférer une partie de ce que fait la sécurité sociale, l'assurance maladie en particulier, sur les complémentaires en question. Ce sera tout un grand marchandage qui a commencé déjà. On n'a qu'à voir l'impact des complémentaires au niveau de négociation avec certaines catégories de praticiens. Là aussi, nous sommes totalement opposés à ce genre de discussion. S'il y a une discussion légitime entre les praticiens et avec les praticiens, c'est effectivement l'assurance maladie, ce n'est pas les complémentaires. Les complémentaires sont là pour organiser leurs adhérents par rapport à des définitions qui se font au travers de l'Assemblée générale, donc démocratiquement, sur des niveaux de prestations auxquels ils souhaitent accéder. Donc à partir de là, vous voyez bien qu'on est en train de refonder, je crois qu'il y a un mouvement d'ordre citoyen qui englobe à la fois, moi je dis tous les acteurs de la santé et de la protection sociale, mais en particulier les praticiens et les adhérents des complémentaires santé, et qui doit effectivement concourir à cette refondation, et je dirais, comme tout le monde en définitive, au moins dans cette salle, qu'on en a besoin rapidement. Il n'y a pas à attendre plusieurs années, parce que dans plusieurs années, le côté irréversible sera atteint. On a qu'à voir déjà certains types de management ici. Je suis un peu surpris, pour ne pas dire choqué, par la violence et l'absence de discussion. Je crois que partout, à tout niveau, cette violence qu'on érige comme mode d'action, qui soit avec les lois européennes en porte-pièce sans concertation, qui soit aussi dans certains endroits, dans les entreprises, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi que nous, citoyens, on arrive à dire il y a d'autres façons de voir et il y a d'autres niveaux de concertation à mettre en œuvre. Voilà, je crois que si on n'y arrive pas, on s'attend à quelques années assez désastreuses dans le futur. Voilà, merci à vous. Trois exemples concrets de souffrance des professions de santé. J'appelle Didier Lance, qui est le président du syndicat Alizé, qui a un salle particulier qui regroupe à la fois des kinés libéraux et des kinés de la sphère publique. Le syndicat Convergence Infirmière, qui est représenté ici. Voilà. Et Marion Villers, qui représente notre police. Voilà. C'est en fait l'histoire d'un fossé qui fait que ça continue au fil des années de s'agrandir entre les exigences, les moyens, les compétences qu'on acquiert et la reconnaissance qu'on en tire, et qui traverse tous les modes d'exercice, que ce soit libéral ou que ce soit le salariat en secteur privé ou en secteur public, et qui commence à générer beaucoup de colère et de découragement, frustration, même épuisement chez les entreprises. En salariat, ce qui se passe, c'est que nous sommes soumis à la volonté des ARS et des directeurs structures qui vont décider du niveau horaire qui nous est élevé. Toujours trop faible pour faire face aux besoins de ces patients qui sont souvent touchés par des pathologies lourdes et qui ont besoin d'une prise en charge urgente précoce et intensive. On a des budgets de formation et des budgets matériels qui se réduisent d'année en année, donc nous nous demandons de faire beaucoup, mais avec de moins en moins.
des grilles salariales qui nous reconnaissent à Bac plus 2, alors que ça fait quand même depuis 86 qu'on est en Bac plus 4 et depuis 2013 on est en Bac plus 5. Donc on ne comprend pas. Les orthophonistes étaient dans la réunion la semaine dernière et on n'écoute toujours pas. Voilà. Donc les orthophonistes désertent l'hôpital, désertent les postes salariés dans les structures médico-sociales. Ça fait des lieux de stage qui disparaissent pour les étudiants, ça met en péril leur formation initiale. Ça fait des postes vacants qui sont finalement supprimés et des rééducations qui sont assurées par d'autres soignants qui ne sont pas orthophonistes. Et en plus, notre visibilité se réduit, les prescripteurs oublient notre existence dans leur arsenal thérapeutique à la fin et plus personne ne sait ce qu'on fait, mais ça c'est clair. En libéral, la problématique est de similaire, on croule sous le poids de l'administratif, du normatif, des charges, sous le poids du travail bénévole, qui ne rentre pas dans notre nomenclature qui n'est pas reconnue. On nous demande de plus en plus. On croule sous les demandes de soins lourds qui ne peuvent plus être réalisés dans les structures parce qu'il n'y a plus d'orthophonistes dans les structures. On compose avec des textes qui sont complètement obsolètes. On a une nomenclature qui est devenue un empilement de codage absurde, dans lequel, qui ne répond pas aux besoins et aux réalités du terrain, une nomenclature qui nous bride, qui nous brade, qui standardise les soins, là où il faudrait individualiser, qui morcelle les patients en pathologie, où un regard global serait nécessaire pour les traiter correctement, et qui laisse aucune place à la coordination des soins et aucune place à l'humain. On constate là avec tristesse qu'on est en train de devenir des techniciens devant travailler à la chaîne pour surnager. On constate aussi que la réalité de ce qu'est notre métier et son importance dans la société sont loin d'être compris et appréhendés dans leur ensemble, y compris par ceux qui prétendent le régir. Merci. Bien écoutez, pour ce qui est de la problématique de la masso-kinésithérapie, nous nous retrouvons totalement dans ce qui a été dit par notre consoeur et collègue orthophoniste. Nous pouvons rajouter que, il y a bien sûr des glissements de tâches où les kinésithérapeutes sont remplacés dans les établissements par des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé. Nous pouvons indiquer qu'il y a une fuite des kinésithérapeutes compte tenu aussi du niveau de rémunération complètement obsolète. Quand vous avez un jeune qui veut travailler à l'assistance de Paris, par exemple, je parle en toute la fonction publique et ailleurs, c'est 1 350 € en début de carrière. Donc vous imaginez comment vivre dans une région comme la région parisienne avec un tel salaire, alors que maintenant les kinésithérapeutes font 5 années d'études comme l'orthophoniste. Il faut toujours reconnaître bien sûr qu'à 2 ans, soi-disant post-bac, nous avons des secteurs en SSR où la rééducation est le cœur normalement de l'hospitalisation, où il y a tellement peu de kinésithérapeutes ou de professionnels qu'il y a moins de 20 minutes de kinésithérapie par jour, donc moins qu'en cabinet libéral. Vous avez SSR, c'est soins de suite à l'adaptation, l'hospitalisation tous les jours. Vous avez des hôpitaux MCO qui ont développé des hôpitaux de jour parce que ça rapporte, au détriment de mettre les professionnels dans les services, y compris en réanimation, où quand même il y a une importance de la présence des kinésithérapeutes et d'autres professionnels, bien entendu. Donc il y a une dégradation depuis maintenant des années de la kinésithérapie hospitalière, de la kinésithérapie en général. On a l'impression que nos tutelles, maintenant, pensent que cette profession au service du handicap est devenue une profession de luxe. S'intéresser au handicap, c'est du luxe. Voilà. Donc, eh bien, c'est pour ça que nous sommes vraiment ravis qu'enfin, à l'initiative de Jérôme, que nous remercions, il y ait une réunion, une communion des professionnels de santé qui en ont assez d'être pris pour des embouts, d'être pris pour des petites mains, d'être pris pour des moins que rien, uniquement, je dirais, pour la finance, pour être aux ordres de la finance. Et pour revenir sur les hôpitaux, la souffrance, eh bien, clairement, y compris pour l'encadrement, elle est présente et c'est difficile soit de résister, soit et on est éjecté, soit on se soumet et on le vit mal.
Donc vraiment, en ce moment, la santé, ça fait 35 ans quasiment que je suis dans la fonction publique hospitalière. Jamais je n'ai vécu ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. On est au pied du mur, on est devant une véritable catastrophe sanitaire. Bravo. Donc, je suis vice-président du syndicat de gouvernance infirmière. J'ai deux cas précis à vous faire part. Donc, un qui sera visuel, l'autre qui devait être sonore, mais apparemment on aura du mal à vous passer, mais on va le raconter. Alors, le premier cas, c'est le cas d'une prise en charge que j'ai d'une patiente de 78 ans qui effectue des soins d'hygiène infirmiers qui sont compliqués dans la prise en charge par une escarre sacrée. Alors, je vais vous présenter ce plus visuel, tout simplement. Voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas. Joli. Je laisse la photo ici. Alors, pour la prise en charge globale de la patiente, ma rémunération est de 7,95 € brut. Donc, elle concerne dans ce cadre les soins d'hygiène, les soins concernant les SCAR, qui concernent donc, le nettoyage, la désinfection, détertion, la mise en place d'une nouvelle plaque, avec un suivi quotidien, et après les taxes, les impôts divers, le Carconco, l'URSSAF, si on regarde bien, il me reste exactement dans ma poche un peu plus de 4 €. Nous ne sommes pas reconnus dans notre champ de compétences, nous sommes attaqués de toutes parts par l'administration, aussi bien par rapport à notre champ de compétences qui, on voit à l'heure actuelle les aides-soignantes faire grignoter un petit peu certains de nos actes, exemple la glycémie capillaire. Et donc, d'autre part, il y a une pression qui s'accroît de plus en plus dans les dossiers nous pouvons avoir des relations avec les différentes caisses, donc la CEPAM. Bien maintenant, on cherche dans les contrôles s'il n'y a pas des indus. Donc, ce qui se passe, c'est que dans les contrôles, et dès qu'il y a un indu, qui peut être dû simplement à une erreur d'ordinateur, ou simplement au simple fait d'un taux d'hospitalisation en après-midi, donc vous effectuez le soin le soir, la caisse ne reconnaît pas votre passage. Donc c'est très difficile après de télétransmettre, de l'acter, et sans avoir un retour d'indu. Hein. Donc là-dessus, il y a un signalement qui est effectué, on a un retour d'indu, il y a un contrôle de caisse, et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on nous propose maintenant, tout simplement, des transactions un peu bizarres. Transactions bizarres, je dirais même qui sont un petit peu un système mafieux. Donc, je vais vous passer exactement à un son d'un entretien qui était d'une infirmière avec une personne qui représentait la CEPAM, et la conversation qui était entre les deux personnes. Donc parler des indus, et le montant global était discuté. Bon, on se retrouvait là comme si on était au marché, hein, à discuter les budgets, tout simplement. Donc vous me donnez 5 000, vous êtes tranquille, vous me donnez 6 000, on vous embête, les 5 000 vous me les donnez maintenant, c'est un peu ça, quoi, hein, globalement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que finalement, si on négocie un petit peu le tarif de l'ADU, globalement, et bien après, il n'y avait plus de contrôle de la caisse. Et surtout, il faut savoir, je te coupe, parce que le point important, c'est qu'actuellement, pour les infirmières, mais aussi pour d'autres professions, quand on découvre l'indu, comme il le dit, ça peut être dû à des erreurs répétées sur les sorties d'hospitalisation, etc., la caisse remonte sur 3 ans. Elle n'a pas les moyens de contrôler sur 3 ans, mais elle fait une péréquation sur 3 ans. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des infirmières qui se retrouvent avec 80 000 €, 100 000 €, 150 000 € à payer.
Et donc la caisse leur dit on va transiger, et c'est dans l'enregistrement, on le tiendra à votre disposition. La caisse dit à cette pauvre infirmière, mais nous on vous propose de transiger à 10 000 euros. Alors l'infirmière s'étonne, elle dit mais comment ça 10 000 euros? Oui, 10 000 euros, vous avez le temps qu'il faut pour payer, tout le temps qu'il vous faut, et puis ensuite la dame de la caisse dit vous avez 24 mois quoi, ça vous fait 460 euros par mois. Mais si je fais pas, ah mais si je fais pas madame, alors là on va enquêter sur 3 ans et puis on peut vous dire que ça va être beaucoup plus cher. Donc faites-le, et la responsable de la caisse lui dit faites-le et à ce moment-là tout s'arrête. On ne vous embête plus. On met le compteur à zéro. Voilà. Donc, et vous n'avez plus de contrôle. Ça fait partie de la maltraitance. Parce que la personne qui sort de là, qui est déjà fatiguée parce qu'elle fait 80 heures par semaine, qu'elle a des charges considérables, qu'elle a une pénibilité du travail, avec une absorption de la souffrance des patients, c'est là où vous avez des suicides. Parce que quand on vous a annoncé 150 000, quand on vous a annoncé, on remonte sur 3 ans, même si vous n'avez pas fauté sur 3 ans, vous devenez fautif sur 3 ans. Parce que vous imaginez avoir fauté sur 3 ans. Et c'est extrêmement difficile à vivre. Cette violence-là, elle est quotidienne. Le système est devenu fou. Et juste pour terminer, pour parler des charges, et par rapport à la rémunération de nos actes, bon, on est bloqué depuis la convention de 2007. Les charges continuent à augmenter sans arrêt. Et ce qui arrive maintenant, c'est que les cabinets sont en faillite. Certains confrères, certaines consoeurs, maintenant prennent des crédits pour pouvoir tout simplement régler les charges. Et d'autres mettent la clé sous le paillasson et puis voilà, arrêtent tout simplement leur exercice. Et on se retrouve maintenant totalement pressurisé, accablé de tous les domaines. Donc je vous disais, aussi bien attaqué d'un côté dans notre champ de compétences, puis après attaqué par les caisses par rapport aux indus, et puis maintenant tout simplement. Combien de temps vous passez à récupérer les tiers payants? Les tiers payants, alors, bon voilà, en 6 jours on arrive à les récupérer. Voilà. Mais après, si on fait tiers payant lorsque nous faisons avec un remplaçant par exemple, donc on passe non plus à la transmission directe par ordinateur, mais là on fait par feuille. On arrive à une télétransmission donc indirecte et la récupération se fait sur 2 ou 3 mois. Voilà. On va accélérer pour qu'il y ait des questions avec les journalistes. Je crois que vous voulez terminer. Et alors moi je suis à Montréal, on est un établissement gérontologique sur Villiers-Belle, un désert médical. Marisol Touraine en février 2016 vient inaugurer un cabinet médical parce qu'on est sur un désert médical au nord du Val d'Oise. C'est de la précarité, c'est une population en grande difficulté, avec des services publics qui sont défaillants, parce que pas en nombre suffisant. Et depuis 55 ans qu'existe cet hôpital de gériatrie, qui est dans l'excellence, puisqu'on a été pilote sur plein de domaines de la prise en charge de la personne âgée, entre autres la nutrition. Martin Hirsch, directeur général de l'assistance publique, en mai 2015, pour la première fois, vient dans notre établissement nous annoncer qu'on va fermer. Fermer pourquoi? Parce qu'on nous prétend d'être dans la vétusté. Et en fait, la vraie réalité, c'est les 3 milliards d'économies à faire sur la santé et que ça passe par la fermeture d'établissements de santé. Donc ça fait 1 an et demi qu'on se bat. On se bat à une petite catégorie parce qu'on a l'éthique du service public et qu'on se dit que nos personnes âgées, il n'est pas question qu'elles meurent chez elles et que les hôpitaux d'élus sont les hôpitaux d'aval gériatrie, c'est l'embolisation des lits d'hospitalisation. Et que voilà, nous on a l'éthique parce qu'on est spécialisé dans la prise en charge de la gériatrie et de la personne âgée dans le respect. Et que quand on parle de souffrance, nous la souffrance par exemple, c'est une unité de soins palliatifs, donc accompagnement de fin de vie, avec tout ce que ça implique de dignité à apporter à des patients qui décèdent et l'accompagnement des familles. Et parce qu'on doit fermer coûte que coûte, et quelle que soit la bataille que mènent les collègues des soins pour que ça ne se fasse pas, et c'est nos directeurs administratifs qui arrivent à 19h le soir, qui devant les personnels soignants demandent à ce qu'on transfère 4 patients qui vont décéder pour aller dans des soins de suite, parce que l'unité de soins palliatifs coûte que coûte, elle doit fermer, et qu'on n'a même pas, quand on est décideur et qu'on est là pour faire des économies, la décence d'attendre que ces 4 patients décèdent. Donc on se retrouve à vivre l'impensable, l'indignité la plus totale,
et que dans cette indignité, quand on parle de souffrance, puisqu'on est obligé de partir, donc on nous impose d'avoir des rendez-vous de mobilité. On a un collègue qui avait 35 ans d'éthique de service public, qui, quand il a reçu sa lettre, lui annonçant qu'il devait se rendre au rendez-vous pour partir, s'est donné la mort. Voilà. Voilà un témoignage de la souffrance aujourd'hui qu'on vit dans les hôpitaux au quotidien. Je voudrais juste dire qu'on se bat tous les jours, et que vendredi, à l'hôpital de Gonesse, dans la ville de Gonesse, il y a une réunion publique pour défendre les services publics. Parce qu'au-delà du service public, c'est aussi les médecins de ville, c'est tout le système de santé, parce que le maintien à domicile, c'est une chose, mais on sait que le vieillissement de la personne âgée, ça implique le service public derrière, et qu'on se refuse à ce que nos aînés ils meurent chez eux de façon indigne. Donc vendredi à Gonesse, il y a une réunion publique. Vous comprendrez, d'après ce témoignage, l'urgence de la situation, et vous comprendrez pourquoi on lance ce type de conférence de presse pour vous mettre au courant des problèmes qui sont tout à fait transsectoriels entre le public et le privé. Je vous rappelle que depuis le début de l'année 2016, 112 médecins libéraux se sont donné la mort. 112. Ça veut dire que sur cette progression-là, on va sur 150 à la fin de l'année, c'est-à-dire, bon an, mal an, le chiffre des suicides dans l'agriculture. Je vous rappelle que dans ce pays qui vit allez bien, les 4 professions qui se suicident le plus sont ceux qui soignent, ceux qui protègent, ceux qui nourrissent et ceux qui éduquent. Les 4 pôles de la société sont les professions qui se suicident le plus. Nous avons en charge le pôle qui soigne et nous ne pouvons pas laisser faire ça. Le constat que l'on fait tous, et vous l'avez compris depuis le début, c'est que cette souffrance est intimement liée à la gouvernance. Parce qu'on a écarté les soignants et les patients dans une démocratie sanitaire qui est un théâtre d'ombre. On les a écartés de toute possibilité décisionnelle ou organisationnelle. Alors, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez poser des questions. Il y a ici aussi Alexandre Jardin, parce qu'il défend, vous le savez, les faiseux et donc les praticiens, que nous sommes tous. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant qu'ils soient là et qu'ils participent à cette discussion, à cette conférence. Et ensuite, je vous exposerai ce que nous, les FML, nous proposons pour changer cette gouvernance. Alors ça va très loin, si vous voulez, vous le verrez, parce qu'on n'accepte plus qu'en matière sanitaire, au regard de l'urgence que nous vivons, les décisions soient prises par des seuls administratifs. Et nous voulons donc verrouiller ça à tous les étages par la présence des soignants et des patients avec la même capacité décisionnelle et de blocage que l'administration. Je vous laisse poser des questions. Juste un mot. Quand on vous écoute tous, il y a quelque chose d'évident. Vous voulez être acteur d'un système qui vous échappe. Vous avez tous dit la même chose. Et à un moment, vous n'êtes pas acteur d'un système qui vous échappe complètement. Ça crée des situations absolument inhumaines, absolument invraisemblables, comme cette scène, pour quelqu'un qui n'appartient pas à votre monde, la scène de réception était dingue. Tout à coup, cet affrontement administratif, administration, praticien, gens de métier, était de l'ordre de la dinguerie, puisqu'on passait à côté de la finalité qui est quand même de soigner les gens. Ce que je voudrais dire, c'est que dans ces combats-là, pour que vous deveniez acteur, lorsque Frédéric Bizard a dit, à un moment, est-ce que vous ne pouvez pas tomber tous d'accord autour de principes à partir desquels vous allez pouvoir construire des choses, à partir de principes solides, comme en 1945, quoi. Je voudrais que vous sachiez que toutes les professions, tu as cité les gens qui nourrissent, et toutes les professions ont ce problème, ne sont pas actrices. Toutes les professions. Et je voudrais, te remercier d'avoir fait ça. 2, je voudrais remercier les gens de la CGT d'avoir pris sur eux d'organiser le truc. Parce qu'à un moment donné, quand on touche au fondamental, c'est-à-dire le moment où une population de professionnels n'est plus actrice, on touche au fondamental. Et qu'au fond, les différences d'analyse, le truc, c'est pas qu'elles n'existent pas, c'est qu'elles sont secondaires. Je voulais vous dire qu'on va vous aider. On est en train de monter des mouvements citoyens, un truc qui s'appelle la Maison des Citoyens. On a une force de frappe médiatique qui est supérieure à la vôtre, parce qu'on est plus collectif. On va se battre, parce qu'on ne veut plus que les gens de métier, parce que vous êtes tous des gens de métier, ne soient pas acteurs. On veut que le citoyen dans ce pays soit acteur.
Et je vais vous dire, j'ai regardé jeudi dernier l'histoire des primaires. Ils avaient tous des solutions. C'était les leurs. Il n'y en a pas un qui a proposé de co-construire. Alors moi, ce que j'ai entendu dans ce que Frédéric a proposé, il a dit exactement comme ce que tu fais. Tu mets les gens ensemble, tu prends les gens, les dentistes, les trucs, tout le monde, les infirmières. À un moment, il va falloir co-construire ensemble. Mais il faut des forces de frappe citoyennes, civiques. Quand on a monté la Maison des Citoyens, on l'a lancée il y a un mois, on a 152 déjà maisons citoyennes en France. Quand on va lancer des actions, on vous demandera de nous proposer des actions concrètes à faire aux gens avec vous. Une première marche. L'histoire de la santé, à la fois vous devez être les pilotes entre acteurs pros, mais il faut que le citoyen soit derrière vous. Et si on monte ces mouvements citoyens, c'est pour que vous ne soyez plus seuls. Les notaires sont seuls, les profs sont seuls, les agriculteurs sont seuls, les maires ruraux sont seuls, quasiment tout le monde est seul en face du pouvoir administratif. Donc on va se battre avec vous. Et merci d'avoir provoqué ça aujourd'hui. Merci. Bonjour, moi je fais partie d'une émission qui s'appelle L'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. On a eu déjà l'occasion de suivre ce qui s'est passé à l'Hôtel-Dieu puisque Gérald était venu dans nos studios. On a pas mal suivi aussi les mouvements qu'il y a eu à la PHP. Moi je voulais savoir où on en est actuellement parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. On apprenait via un journal qui s'appelle CQFD qu'au mois de juin, il y a eu 4 médecins qui sont morts au CHU de Toulouse. Moi, je voulais savoir comment le réseau actuellement de lutte, parce qu'il n'y a pas de mystère, me semble-t-il, c'est le rapport de force qui peut compter. Et où on en est actuellement, c'est-à-dire à Paris, mais au-delà de Paris, c'est-à-dire dans les régions, parce que là, on parle de Paris, parce que voilà, c'est ça, mais il y a aussi ce qui se passe en région. Où on en est sur l'organisation en région, justement, pour qu'il y ait un rapport de force. Je vais répondre sur ce qui concerne l'Hôtel-Dieu, parce que c'est très concret et assez symptomatique. Il y a eu un enfumage généralisé, changement de direction générale, un directeur général qui a été cité, qui globalement nous fait un projet fumeux d'hôpital, de santé publique ici à l'Hôtel-Dieu, tout en laissant un peu des urgences, mais il n'y a pas de projet médical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'implication des soignants dans un projet qui serait cohérent. Donc on est sur de l'affichage, sur de la com', alors que la réalité elle est beaucoup plus sombre. À Villiers-le-Bel elle est dramatique, chez nous elle est un peu moins dramatique parce que c'est très sensible sur le plan médiatique et politique, mais la réalité elle est la même, c'est-à-dire qu'il y a un démantèlement actuellement de tous les hôpitaux, de l'assistance publique hôpitaux de Paris en particulier, avec la complicité de soignants liés aux nominations de chefs de pôle qui sont nommés par les directeurs, donc forcément tenus à obéir, sinon ils se démettent. Mais à part de la com, il n'y a pas grand-chose. L'implication des professionnels, elle n'y est pas. L'implication des citoyens, elle n'y est pas. Donc globalement, on a une déconnexion de la réalité. On a une espèce de politique un peu hors sol. Et ça s'aggrave, j'allais dire. C'est non seulement on est dans une situation qui ne s'améliore pas, mais elle s'aggrave avec un coût. Et on va rentrer dans un Mais il y a aussi 8 largement sous-déclaré, bien sûr. Il y a aussi 8 infirmiers depuis le mois de juin. Toute la problématique, c'est de relier. Un suicide, c'est forcément multipolaire. Donc, toute la difficulté de relier qu'est-ce qui est dû au travail, qu'est-ce qui est dû à l'ambiance familiale, qu'est-ce qui est dû à la maladie, qu'est-ce qui est dû au problème que peut rencontrer la personne. Mais ce qu'on sait, et ça vous le savez depuis un certain nombre d'années, c'est que le taux de suicide, en ce qui concerne en tout cas les médecins, est de 2,4 fois la moyenne nationale. Donc voilà, c'est un fait qui est... Mais vous savez, cette chose-là est européenne, on le trouve un peu partout, parce que la puissance administrative, vous la retrouvez partout, quel que soit le système de santé. Mais ce qui fait la particularité de notre système à ce moment précis, c'est que nous, notre système va mal. Alors que dans d'autres pays, il va plutôt mieux. Et comme notre système va mal, j'ai envie de le dire presque de façon cynique, puisque les politiques sont cyniques, on n'a pas le droit de se payer le luxe d'avoir tant de suicides. Vous avez posé une question par rapport à la question du rapport de force. Donc, à la PHP, les hospitaliers, y compris en intersyndical, avec ceux qui défendent comme nous les valeurs d'égalité d'accès, les valeurs de cohésion, de sens éthique du soin, sont en lutte depuis, je veux dire depuis quasiment toujours, parce que tous les projets
aujourd'hui qui sont présentés par la direction générale le sont uniquement sur des objectifs comptables. Nous avons eu récemment une rencontre à l'hôtel Scipion sur les questions du CHSCT, qui sont une instance qui est le seul outil aujourd'hui qui peut permettre de protéger les personnels, donc le soin, donc les patients, dans l'organisation du soin, dans les conditions de travail qui sont pénibles aujourd'hui. La souffrance du personnel, elle est, je veux dire, c'est insondable. Aujourd'hui, on est passé à un contexte où nos collègues se mettent en arrêt maladie pour se protéger dans l'organisation du travail qui est mis en place, ou fuient carrément l'hôpital public. C'est devenu, on va dire, une chambre à gaz des acquis des personnels, mais aussi on a des directeurs, une administration qui est venue enterrer l'idée même de l'hôpital public et du soin public aux patients. Parce que toutes les logiques qui sont mises en place aujourd'hui à la PHP visent à détruire cette institution, alors que nous sommes dans un affichage constant. Et en cela, je pense qu'il y a des médecins qui tentent quotidiennement, au niveau de la CME, de l'organisme des médecins qui sont de la paix, de faire entendre leur voix. Mais ils sont dans la minorité. Donc nous avons, dans cette initiative aujourd'hui, je pense, cet objectif qui est d'unir et d'aller dans une convergence pour libérer la parole, pour libérer cette pression administrative qui s'exerce sur ceux qui voudraient s'en extraire. Et Gérald en est un exemple flagrant, c'est qu'il a été démis de ses fonctions de coordinateur lorsqu'on a commencé à entamer cette lutte pour maintenir l'hôpital Hôtel-Dieu ouvert. Et heureusement que nous avons, et nous en sommes fiers de cette lutte, avec tous ceux, et en remerciant tous ceux qui sont venus nous rejoindre, parce que nous avons vu ce que nous avons traversé, les drames. Si nous n'avions pas ces urgences qui étaient ouvertes, la population, tous les drames qui ont eu avec les attentats, en plus, nous n'aurions pas pu faire face. Mais ce qui est le plus grave par rapport à la politique actuelle, c'est que ces personnels, qu'ils soient les bleus, les blancs, les rouges, comme on dit, mais particulièrement de santé, qui sont venus spontanément, qui sont en retraite ou dans n'importe quelle situation, alors que nous étions en sous-effectif, si nous avions dû nous baser sur les effectifs que la politique de santé nous laisse en place, nous n'aurions pas pu faire face à ces drames et il y aurait eu beaucoup plus de morts. Ce qui est le plus scandaleux, c'est que cette implication, cet investissement, ce dévouement, la ministre de la Santé, vous savez comment elle le salue aujourd'hui alors que nous étions qualifiés de héros? 22 000 suppressions de postes sont prévues, alors qu'elle est en train de dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de la santé du système hospitalier et que le trou de la Sécu, soi-disant, qui couvre et qui découvre quand ils veulent, il sera bouché. À quel prix? À quel prix? Tous ici, nous le savons. À quel prix? Et au prix même de la vie des professionnels de santé, aussi bien dans le libéral que dans le public. Et on est en train de faire du mauvais travail. Et ça, c'est une souffrance quotidienne quand on a un professionnel qui a choisi de soigner. Au CHU de Nantes, dernièrement, nous étions en train de y mettre en place, alors c'est basique, hein, mais les toilettes aux patients, ça ne fait plus partie de priorité ni d'un objectif de soin. On met des lingettes, voyez-vous. Et ça me paraît être rien ou anecdotique, mais c'est là où aujourd'hui le système de santé nous mène. Question? Oui, bonjour, je soutiens de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Ma question va vers le... Non, il faut que ça joigne sur je suis désolé. Pardon, je pensais que... Oui. Alors, très rapidement, les solutions qu'on propose, on peut juste avoir un évidemment. On peut avoir une précision, je suis journaliste. Excusez-moi, vous avez parlé de 22 000 suppressions d'emplois, mais prévues, c'est ça? Oui. Sur l'ensemble des hôpitaux publics? Oui. À quelle échéance? 2017. Entre aujourd'hui, entre 2016, disons et 2017, 22 000 suppressions
d'emplois. C'est ce qui rentre dans les groupements hospitaliers territoires, c'est les fameux GHT, Voilà, si vous voulez. c'est les 3 milliards du ministère de la Santé, de l'économie. Très rapidement, encore une fois, on a une décision prise administrativement, sans du tout discuter avec les soignants et en cachant la vérité aux patients. On restructure ce pays sur le plan sanitaire à marche forcée. On casse des établissements, qu'ils soient d'ailleurs privés ou publics, pour centraliser. On est déjà dans une centralisation du soin, ce qui est quand même un paradoxe, parce que quand on a créé les ARH, au départ, ça partait d'un bon sentiment qui était celui de la territorialisation et de la régionalisation pour rapprocher le pouvoir administratif des soignants et des patients dans cette région. Et on a vu ce système-là s'être très rapidement dévoyé, avec des DGARS qui prennent leur ordre à Paris et qui ne font qu'obéir à une administration centrale sanitaire. Et là, on restructure le système à marche forcée, encore une fois. On peut faire des groupements hospitaliers territoires avec un hôpital central qui va tout diriger. Pour ça, on détruit des centres hospitaliers généraux, on ferme les établissements privés, on éloigne encore un peu plus, on agrandit les trous du gruyère, on éloigne la population des centres hospitaliers, et tout ça a des fins uniquement économiques de rationalisation du soin. Ça, c'est plus possible dans le système. Donc, ce qu'on propose, nous, alors ensuite, évidemment, on verra si on s'entendra, mais en tout cas, on a avancé sur cette question de gouvernance. Nous, ce qu'on dit, c'est que la direction du soin, toutes les décisions qui président à l'organisation du soin, doivent au moins pendant 3 ans, parce que le système va très mal, être dirigées par un pôle qui représente 3 professions, 3 entités en tout cas. L'entité administrative, qui est le relais de l'État, les soignants, par les représentants élus par la profession, et les patients. Et chacun avec une voie de blocage. On ne pourra avancer que comme ça. Toutes les décisions qui président l'organisation du soin, et donc au niveau des ARS et à chaque échelon, nous devons avoir une représentation des patients, une représentation des soignants, une représentation de l'administration. Au sein des hôpitaux et au sein des cliniques, il ne peut plus y avoir de décisions qui concernent la pratique des soignants, que ce soit les achats de matériel, que ce soit, comme il le disait, le fait de chronométrer les actes, le fait de donner les lingettes à la place de couche ou à la place de matériel pour refaire la toilette des gens. Ces décisions-là ne peuvent être prises qu'en synthèse entre un pôle soignant élu par la profession et non par la direction, élu par la profession, et un pôle administratif, partout, dans toutes les cliniques et tous les hôpitaux de France. Ça, ce sont les 2 premières choses. La deuxième, il y a 3 pôles. Il y a la question de la gouvernance, la question de la démocratie sanitaire et la question du financement. Pour ce qui est du financement, vous le verrez, on l'a mis sur la feuille, on veut borner absolument la participation du privé, des mutuelles et des assurances dans le système. On ne peut plus accepter que ces gens-là agissent de façon sans limite et soient en train de prendre le pouvoir sur le système. Vous savez que l'assurance maladie aujourd'hui, pour ce qui est des soins de ville, rembourse à hauteur de 55%. Or, vous savez que la loi dit que le jour où l'assurance maladie passe à remboursement minoritaire, nous pourrons faire entrer la médecine dans les réseaux de soins. Et ça veut dire que nous connaîtrons ce que connaissent les opticiens ou les dentistes avec la médecine low cost. Ça, c'est pas possible. Le fait de respecter les critères de Maastricht et de déshabiller la sécurité sociale parce qu'elle coûte soi-disant trop cher et de filer le bébé au privé, c'est pas possible. Nous, notre rôle, c'est de défendre le système solidaire. Et c'est pour ça que nous proposons cela. Et la 4e proposition, nous disons que c'est M. Juppé qui nous a mis dans la nasse en 1995 quand il a créé l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Aujourd'hui, vous l'avez vu avec les infirmières, vous le voyez avec les médecins libéraux, vous le voyez avec les salaires dans l'hôpital public, on ne peut plus accepter que le politique se retranche derrière l'enveloppe nationale de dépenses d'assurance maladie. Et ils disent, on vous augmenterait bien, vous comprenez, dame. Alors certes, vous êtes à 23 €, on peut vous donner 25, mais on sait que ce n'est pas le prix de l'acte, que ça ne traduit pas réellement le coût de la pratique et l'importance de la pratique et la responsabilité, le rôle, etc. Mais il y a l'ONDAM. Donc on ne peut pas. Moyen d'emploi, on est en train de perdre tous nos étudiants, parce qu'il y en a plein qui partent à l'étranger, parce qu'ici ils sont écrasés de charges, ils ont des tarifs qui ne correspondent plus à la pratique, et en plus de ça, ils ont une gouvernance qui les essore. Donc on dit aux politiques, soyez courageux, et sortez l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM. Sortez l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM, et à ce moment-là, ça vous obligera au moins à vous à définir ce qu'est le coût réel de la pratique, et à ne plus vous retrancher derrière une enveloppe. On veut savoir ce qu'on veut, ce qu'on vaut. On veut savoir ce qu'on vaut. Aujourd'hui, nous le savons, mais nous voulons que dans les yeux et dans le mental des gens qui dirigent ce pays, nous soyons en capacité de voir que eux le savent. Or, on a l'impression, depuis des années, qu'ils ne le savent pas, et en plus,
qui nous culpabilisent et qui nous rendent responsables des décisions qu'ils prennent politiquement. Le pays va mal économiquement, et donc on ne paie pas les soignants. Et en ne les payant pas et en limitant leur truc, on les rend quelque part coupables de l'explosion des dépenses de santé et donc du déficit que eux-mêmes ont créé pour les décisions politiques qu'ils ont prises. C'est le cynisme exceptionnel parce qu'ils transforment les conséquences de leurs actes en cause. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Sortir l'enveloppe tarifaire de l'ONDAM, Oui. ça signifie quoi exactement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez que dans les dépenses d'assurance maladie, les tarifs représentent 11% des dépenses d'assurance maladie. Le reste, c'est les prescriptions, c'est-à-dire que c'est quand je prescris, moi, des médicaments, quand je prescris un arrêt de travail, quand je prescris une hospitalisation, quand je prescris un arrêt de travail, ça coûte beaucoup plus d'argent que quand on me paie 23 €. L'enveloppe tarifaire, c'est l'enveloppe tarifaire, c'est tout ce qui concerne les tarifs, et uniquement les tarifs, ce n'est pas les prescriptions. On veut sortir ça avec une base qui est évidemment l'ONDAM aujourd'hui, mais ensuite, qui est une enveloppe exceptionnelle, que le politique fasse son choix politique réel, de dire est-ce que oui ou non, je décide de payer à l'aune de leur responsabilité les professionnels de soins, qu'ils soient publics ou privés. C'est aussi simple que ça. Parce que dans la maltraitance, il y a aussi ça, le fait de vous rendre subjectivement, de vous culpabiliser et de vous dire vous êtes responsable de l'explosion des dépenses. Parce que vous êtes dans une enveloppe que j'ai taillée trop petite à cause du reste des dépenses du pays. Ça, c'est pas possible. Je tenais à souligner par rapport aux questions de solutions ou autres que tout à l'heure on a parlé des acteurs. Nous pensons, nous à la CGT et dans nos hôpitaux, chaque fois qu'on a pu dire non et freiner des processus de restructuration, ça a été grâce effectivement à l'unité entre les professionnels, les usagers, les élus et nos organisations syndicales. Aujourd'hui, pour l'Hôtel-Dieu, très concrètement, nous allons encore devoir en effet mener une bataille comme on avait fait en 2013, puisque vous le savez, dans le projet de la grande métropole et de Paris et dans le projet de l'île de la Cité, tant le palais de justice que la préfecture que l'Hôtel-Dieu sont menacés dans leur possibilité d'existence future. Et notamment vis-à-vis du projet Hôtel-Dieu, nous craignons qu'il y ait effectivement une proposition d'utiliser des locaux à des fins boutiquiers, de marchandises, pour les touristes. Donc, nous sommes dans une nouvelle étape pour laquelle vous serez de toute façon conviés à venir soutenir cet hôpital qui a un projet alternatif et de soins. Et dès maintenant, effectivement, le comité de lutte CGT de l'Hôtel-Dieu vous appellera notamment par rapport aux projets qui vont venir sur cet hôpital. Nous défendons toujours un hôpital de proximité avec une offre de soins de secteur 1, avec un maintien des urgences, avec des lits d'hospitalisation d'aval et avec bien sûr tout le secteur d'unité médico-judiciaire et aussi de psychiatrie où il y a une cohérence de soins comme vous le voyez, tant médicale que géographique et notamment dans les périodes actuelles, comme cela a été souligné, du besoin de lits, y compris en situation grave d'attentats, etc. Donc l'Hôtel-Dieu, il a un futur que les acteurs que nous sommes tous, effectivement, pourront lui donner. C'est là où pour nous, c'est une solution. Des moments comme celui-là, d'ailleurs, pour répondre, justement, vous étiez étonné de ce que vous avez vécu au début, sachez que nous, chaque fois maintenant, que nous avons des lieux comme celui-là, eh bien nous, c'est de haute lutte que nous pouvons effectivement les avoir. Et donc de ce point de vue-là, en effet, on sait à l'Hôtel-Dieu qu'à chaque fois que nous souhaitons avoir une parole démocratique, eh bien c'est par la lutte que nous pourrons l'avoir. Et même la lumière coupée ne nous enlève pas toutes les lumières que nous avons entendues aujourd'hui ici. Et de ce point de vue-là, j'en finis pour remercier. Il y a aussi des élus, 2 élus qui sont venus aujourd'hui. Madame Danielle Simonet, que vous connaissez, donc élue sur Paris et pour le parti... Coordinatrice du parti de gauche. Et coordinatrice. Merci Daniel. Et Hervé Béguet, merci, élu aussi du groupe communiste à la ville de Paris. Et nous les remercions parce que aussi c'est une façon pour nous tous de faire entrer la démocratie dans nos hôpitaux. Alors, j'avais simplement une dernière question, c'était savoir un petit peu
le mouvement que les fédérations vous essayez de mettre en place aujourd'hui, comment ça va se traduire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Alors déjà, ce qu'on proposait, on va mettre en place un site internet. Sur ce site internet, il y aura tous les programmes de santé des différents candidats. Alors évidemment, ce site internet va aller en se réduisant, puisque plus nous allons avancer, moins il y aura de candidats. Nous allons d'abord demander aux candidats de nous livrer, parce qu'après tout, on ne le sait pas, quels sont les experts qui ont écrit leur programme. On ne sait pas. Donc nous, moi je veux, l'UFMM, pourquoi demande, alors après on verra si dans le groupe, mais on veut qu'on sache quels sont les experts qui les ont écrits. Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des soignants? Ou est-ce que c'est pas des soignants? Déjà, première chose. Et ensuite, il me semblerait tout à fait normal que, vu l'état du système de santé, la population connaisse 6 mois avant l'élection quel est le candidat qui est prévu pour occuper le poste de ministre de la Santé. Pourquoi? Très simplement parce que nous aurons à travailler en amont avec cette personne, quelle qu'il soit, et avec les personnes qui sont prévues pour devenir ministre de la Santé. Le système va tellement mal qu'on ne peut pas se permettre d'attendre l'élection présidentielle pour découvrir, et bien souvent d'ailleurs comme la personne en question, qu'on a monsieur un tel ou madame un tel comme ministre de la Santé. Donc on demandera ça. Et ensuite, donc évidemment, nous demanderons à la profession, dans son ensemble, qu'elle soit publique ou privée, de voter pour les programmes, pas sur les candidats, de voter sur les programmes des différents candidats. Et ça, on le fera à 6 mois, à 3 mois et à 1 mois. Et on ira voir les candidats, en groupe, tous ensemble, avec nos divergences, avec nos idées communes. On ira les voir et on discutera de leur programme en leur disant, vous êtes 3e, vous êtes 2e. Voilà ce qu'on vous propose pour vous aider, voilà ce qu'il faut intégrer dans les programmes. On va les forcer à discuter. Parce qu'on ne peut pas construire la santé de demain en faisant fi des professionnels que nous sommes. Bravo. Comme Marisol Touraine, avant qu'elle soit ministre de la Santé, je suis allée au Sénat. Elle a dit très clairement qu'elle serait le ministre de la bientraitance. Oui, il n'y avait pas de problème. Voilà le résultat. Il n'y avait aucun problème. Puis elle avait bien compris ce que c'était que la bientraitance. Puis j'attirais simplement l'attention sur les représentants de la presse qui sont ici présents, non pas en tant que représentants de la défense, enfin du comité de soutien de l'Hôtel-Dieu. À savoir que le docteur Gérard Kerziek alors a annoncé, c'est une information, je fais un petit relais si vous voulez d'alerte. Le docteur Gérard Kerziek alors nous a informé qu'il allait récupérer les patates jaunes. Alors simplement, à l'attention des gens de la presse, c'est une alerte qui a été lancée par le Canard enchaîné et par France Info. À savoir que la politique de SAP de Mme Touraine va bien plus loin encore, et de façon très sournoise, puisqu'elle incite à l'automédication par voie d'annonce sur la télévision, par voie de presse parlée. C'est très grave, parce que les professionnels de santé, que vous êtes tous ici, vous allez récupérer tous ces dégâts. Une enquête a été faite, 5 personnes se sont présentées, des seniors, dans des pharmacies, des organismes vendant, etc. Madame Touraine annonce, ces gens sont responsables de leur métier, mais sur ces 5 personnes, les seniors de 65-75 ans ont été achetés, soi-disant, simplement de l'aspirine. Eh bien, sur les 5 pharmaciens, un seul a exigé, demandé, avez-vous une pathologie annexe, quoi ou est-ce? C'est juste cette information. Bien, eh bien.